Et on l'applaudit. Merci. Bien sûr, vous pouvez y aller pour une fois qu'on est en public. Parce que d'habitude, chez La Pérouse, on est seul, il n'y a personne. Oui, mais il y a un joli décor quand même, c'est joli. Oui, vous critiquez le décor du Figaro, Pas votre du tout, employeur? Pas du tout, pas du tout. Colombe Schneck, bonsoir et bienvenue, pas chez La Pérouse, car exceptionnellement cette semaine, c'est une conversation hors les murs, une conversation au Grand Palais pour le bicentenaire du Figaro. Et c'est une émission ultra corporate, puisque je suis le feuilletoniste du Figaro Magazine et vous êtes la feuilletonista du Madame Figaro. Donc on parle entre collègues, entre employés de la famille Dassault. Mais ça me fait très plaisir de vous voir pour discuter notamment de votre dernier livre, puisque ce n'est ni un roman ni un récit. Enfin, il n'y a rien d'écrit sous le titre. Il n'y a pas écrit roman, c'est un roman, c'est un roman. Ah bah, il n'y a pas écrit roman. Alors là... C'est un roman. Bon, alors, roman. je vous montre. Ici, vous voyez que Colombe Schneck ne sait même pas ce que fait son éditeur. Donc, il y a écrit Philippe et moi, et il n'y a pas roman. Mais alors, donc, c'est un roman, vous le confirmez? C'est un roman, oui, c'est un roman. Ok. Un Et roman. Philippe, c'est Philippe Roth. C'est Philippe Roth qui était assez gonflé d'écrire un roman dont le personnage est Philippe Roth, qui est pour moi le plus grand romancier qui soit. Oui. Et il lui-même l'a fait. Dans Opération Shylock, il a écrit un roman dont le héros s'appelait Philippe Roth et qui n'était pas lui. Enfin, Qui n'était pas lui. Mais Philippe Roth, on en parlera, est un merveilleux professeur de littérature. oui, et pas que. Et pas que. Oui, c'est un livre qui explique comment sa vie amoureuse, au fond. Dans son livre, j'ai reçu Marc Wetzmann pour La part sauvage, je l'ai reçu il y a quelques mois. Il parlait de tous les sujets, mais pas beaucoup de la vie amoureuse de Philippe Roth, qui est un désastre. Et vous en parlez avec beaucoup de tendresse. Disons un désastre, disons que c'est une vie amoureuse riche, avec tout ce que ça représente comme échec. Il a été très amoureux de sa femme Claire Bloom. Il a été souvent. C'est un amoureux, c'est un grand amoureux. Oui. C'est un grand amoureux. Et oui, Philippe Roth et les femmes, qui est un sujet qui a été très peu abordé de façon assez caricaturale. Philippe Roth, Oui. le misogyne. Philippe Roth, qui n'aime pas les femmes. Lui était persuadé, et c'est peut-être vrai, que s'il n'a pas eu le prix Nobel, qu'il mérite bien Oui. sûr de façon intense, c'est un des grands ratages du prix Nobel, c'est parce qu'on disait de lui que c'est un homme qui n'aime pas les femmes. C'était un sujet passionnant qui n'a été qui n'a pas été vraiment abordé. Oui. Il y avait quelque chose à Et vous en raconter. parlez très bien, vous en parlez très bien. Mais d'abord, comme on a le même métier, je voulais un petit peu vous questionner sur vos goûts. On n'a pas les mêmes goûts d'ailleurs, parce que chaque semaine, le même jour, sortent le Madame Figaro et le Figaro Magazine, et on a, je crois, jamais fait le même livre. Ah non, on fait parfois les mêmes livres, on n'est jamais d'accord. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, et je crois que c'est propre au Figaro, c'est qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Bien sûr. C'est cette liberté, que je trouve géniale ailleurs. Oui. Je travaille au Figaro depuis moins longtemps que vous, ça fait 4 ans, je crois, que je fais cette chronique. Et parfois, je me dis, je vais écrire sur ce livre, mais je vais me faire virer, quoi. C'est pas possible. Et non, je suis toujours là. Et on n'est souvent pas d'accord, j'ai remarqué. Et vous êtes sans doute plus gentil que moi. Oui. Vous faites pas tellement de descente en flammes. Là, cette semaine, j'ai vu dans le dernier numéro, il y a un bémol à la fin de votre article. Oh, un bémol sur un livre. Si vous dites, attendez, c'est sur le livre Les Miettes de Lucas Barfus. Ouais. Vous dites, Désolée. c'est peut-être ce qui manque à ce roman, précis, rapide, profond et intelligent, cette possibilité qui a été offerte à son auteur et qu'il refuse pour ses personnages. Oui, il y a... Ça, c'est le sommet de la méchanceté chez Colombe Schneck. Là, vous avez... Surtout qu'à la fin d'un article, c'est ce qu'on retient. Oui, c'est-à-dire que c'est un roman... Lucas Barfus est lui-même un enfant abandonné qui a été viré de chez lui à l'âge de 14 ans, etc. Et qui est arrivé à écrire, à publier. Et c'est un grand romancier suisse-allemand. Et son héroïne, effectivement, se heurte à un mur. Je trouvais ça peut-être pas très juste, mais on me dit que le prochain... puisqu'il suit ces personnages, l'enfant de cette héroïne va s'en sortir un peu mieux. Voilà. Donc, D'accord. Non, je trouve que ça sert à rien. Enfin, je suis une lectrice, comme vous, on est des lecteurs. Je suis une lectrice. Oui. Quand un livre me plaît pas, je lis pas.
Oui. Là, je commence, ça me plaît. Je fais aucun effort de lecture. Oui. Non, mais moi, c'est différent. C'est que quand un livre me plaît pas, je me venge. Parce que j'estime qu'on m'a pris du temps de vie. Et donc, j'ai besoin de me défouler. Mais c'est chacun son système. Et je suis très heureux de vous recevoir, justement, alors pour pouvoir vous poser des questions que je pose à pas mal de mes invités. D'habitude, je finis par ça. Mais bon, exceptionnellement, j'ai envie de connaître mieux vos goûts. Alors, déjà, un livre qui donne envie de pleurer. Bon, un livre qui m'a fait pleurer, c'est D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère. Oui. Je me souviens d'avoir éclaté en sanglots à la fin du livre. Vraiment? Pour la mort d'une mère Oui, que je oui, ne je me connais rappelle. pas, Oui. la belle-sœur d'Emmanuel Carrère. Pleurer pour ses enfants qui ne connaîtront pas leur mère. D'avoir de larmes, ça m'est jamais arrivé, de torrents de larmes qui sortaient de moi, et d'un certain plaisir à pleurer. Oui, bien sûr. Ouais. C'est un plaisir, oui. Un livre pour arrêter de pleurer, alors, Colombe. Bah, évidemment, Portnoy et son complexe de Philippe Roth. On va en parler, mais je me souviens que je lis ce livre, j'ai 16 ou 17 ans, et je ris tellement. Je suis dans la chambre de ma mère, il y a un espèce de petit canapé que je tombe par terre de rire. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il écrit tout un passage sur la constipation du... Je savais pas que ça pouvait écrire sur la constipation, ça me paraissait un sujet absolument pas littéraire. Oui. Pour moi, le pipi caca, c'était vraiment un truc un peu honteux. Oui. Et là, il en fait des pages et des pages et des pages. Il y a aussi beaucoup sur la masturbation. Oui, entre autres. Beaucoup. Voilà. Mais c'est ça qui me fait rire. Plus que, oui. Voilà. Un livre pour crâner dans la rue. Par exemple, vous êtes au Grand Palais, là, vous vous baladez avec quel bouquin pour faire l'intéressante? Alors, je pourrais me balader avec un Proust. Je pourrais me balader avec Sodome et Gomorrhe, par exemple. Mais surtout que Proust, je sais pas s'il mentionne le Grand Palais, mais ça se passe beaucoup aux Champs-Élysées. Et puis il a publié dans le Figaro. Il parle souvent de Figaro dans la recherche. Un livre que j'aurais aimé écrire. Peut-être La pastorale américaine de Philippe Roth. Moi, oui, je suis un peu... Oui, vous êtes obsessionnelle, là. Je suis obsessionnelle. Je suis obsessionnelle pour écrire et pour lire, il faut être obsessionnel, non? Oui, bien sûr, mais la pastorale américaine, c'est pas mon préféré. C'est la beauté, la relation d'amour entre le père pour sa fille, le drame de voir cette fille... Qui devient terroriste. Oui, tu vois, un homme qui n'a pas eu d'enfant comme Philippe Roth, comment il peut écrire avec autant d'empathie? Oui, c'est incroyable. Sur... un homme qui aime sa fille à ce point. Il y a un moment dans le livre où il raconte un baiser furtif qu'il lui fait sur la bouche, elle a une dizaine d'années, et il se sent coupable de l'avoir embrassé comme ça. Mais comment cet homme qui n'a pas eu d'enfant peut écrire ça? Je trouve ça bouleversant. Moi, j'aurais aimé écrire Portnoy. Portnoy, la séance chez le psy. En fait, pendant tout le livre, il est allongé sur un divan chez son psy à balancer des horreurs les plus sexuelles possibles. C'est très très bien. Alors, deux dernières questions. Le pire livre que j'ai jamais lu de ma vie? Le pire livre, c'est le plus mauvais. C'est ce qu'on vous a dit. C'était ce livre qui m'a aidé à écrire. Oui. Mais moi, je crois au droit du lecteur. C'est-à-dire que après, il y a des mauvais livres qui me plaisent. J'ai un mauvais goût. Par exemple, j'ai lu avec grand plaisir une biographie de Laetitia Hallyday il n'y a pas très longtemps, de Laurence. C'est pas un bon livre, mais c'est pas grave. J'ai un mauvais goût, j'assume. J'aime la pop culture, j'aime les stars déchues, j'aime les stars qui ont des problèmes. Ça fait du bien. Voilà, ça me fait du bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et enfin, la question Fahrenheit 451. Imaginons qu'on habite un monde où les livres sont interdits, ce qui sera probablement bientôt le cas. Quel livre apprendriez-vous par cœur pour le transmettre? Si je reviens encore Vous devenez ce livre. En fait, vous n'êtes plus Colombe, vous portez comme nom le titre du livre. Ce sera encore un Philippe Roth, ce serait Patrimoine. C'est un livre sur son père. C'est un livre... sur un homme, c'est un livre sur l'amour, ça serait Patrimoine de Philippe Roth. C'est un livre très simple, c'est un livre de... Voilà, il raconte son père, il n'invente rien. Et vous-même, vous avez écrit un livre sur votre père, Les guerres de mon père, qui est probablement votre plus beau livre. Merci. Avec celui-ci. Merci Frédéric. J'en profite pour vous rendre hommage, parce que vous m'avez dit de le faire. Oui. C'est vous qui m'avez dit, écris
ce livre sur non père, seulement sur ton père, mais aussi sur la famille de juifs qu'on a cachés à Pau pendant la guerre. Et ça c'est un peu grâce à vous. Oh, merci si Frédéric. Oui, et pareil, je trouve que c'est votre plus beau livre, ce livre sur votre père, hein, plein de tendresse. Et j'ai une sorte de pitié pour les hommes. Je trouve que c'est tellement difficile aujourd'hui. On leur a appris comme ça, oui, à ne pas pleurer. On leur a appris à être costaud, à pas se plaindre. On a oublié que les hommes sont des êtres humains aussi. C'est très bien que vous disiez ça, parce que c'est une transition parfaite pour parler de Philippe et moi, où au fond vous faites un portrait de Philip Roth. Au départ, il est assez arrogant, c'est l'un des plus grands écrivains contemporains, il est impressionnant, et l'héroïne, Esther, travaille comme jeune fille au père chez sa voisine et amie, qui s'appelle Francine Duplessis. Et puis, cette famille parle tout le temps du voisin, Philip Roth, Philippe. Elle entend ce prénom tout le temps. Et vous auriez pu en rester là, c'est-à-dire sur le personnage flamboyant et désagréable. Et puis, vous entrez vraiment dans son intimité. Vous avez rencontré des proches, vous avez étudié sa correspondance, vous avez vraiment bossé sur ce livre. J'ai bossé, mais je me suis tellement amusée. C'était tellement excitant. J'étais dans l'univers d'un de mes écrivains préférés. Voilà, j'y ai passé 3 ans et j'étais accueillie par ses amis les plus proches qui m'ont parlé, qui ont aimé le projet. J'ai passé du temps dans sa correspondance, j'ai passé du temps dans des manuscrits inédits où il parle de Francine, il parle de... en fait, comme vous avez compris, je suis obsessionnelle, je lis tout sur Philip Roth depuis longtemps. Et il y a 4 ans sort une biographie de Blake Bailey, une biographie vraiment sous le contrôle de Philip Roth. Il l'a contrôlé jusqu'après sa mort. Dans lequel il y a un passage où cette femme que j'ai connue, que j'ai rencontrée, qui s'appelle Francine Duplessis, qui s'avoine dans le Connecticut. Ils habitent à 800 mètres l'un de l'autre, dans une région rurale, assez isolée, où Philip Roth va écrire, mais qui en fait est une région un peu comme le Luberon en France. En fait, il y a plein de grands écrivains qui habitent là. Il y a une espèce de clan autour de Philip Roth qui sont les grands intellectuels new-yorkais, américains, ceux qui nous fascinent tous. C'est marrant d'ailleurs, vous décrivez les dîners. Ils ont tous un peu le même genre de maison qui ressemble à des granges, un peu bobos, améliorés, quoi. Faussement ruraux. Voilà, ils sont là, on vit à la campagne, mais on est quand même entre nous. Il y a une espèce de clan. Et donc je lis ce livre. On parle de Francine et de la haine qu'il liait Philip Roth, c'est cette femme pendant 40 ans. 40 ans de haine, c'est pas rien. Là, on peut détester quelqu'un. Au départ, elle le déteste pas, parce alors elle aime bien sa femme. Elle l'aime. Elle est amoureuse de lui. Oui. Voilà. Oui. Elle est la meilleure amie de Claire Bloom. Elle devient la meilleure amie de Claire Bloom, la femme de Philip Roth. Donc elle est dans ce clan. Elle, c'est une femme, une Française, une femme polyglotte, très intelligente. On pourrait croire une sorte de Madame Verdurin si on était méchant. Elle est très snob. Elle est très fière de sa famille. Elle a un pédigré, comme on dit. Son beau-père est Alexander Lieberman, qui est le patron de Condé Nast aux États-Unis pendant des années. Elle écrit dans New Yorker. Elle écrit dans le New York. C'est une très bonne journaliste. Mais c'est une femme aussi assez frustrée. Elle aimerait être considérée comme une grande intellectuelle, une romancière, ce qu'elle n'est pas. C'est pas une bonne romancière. Et au départ, ils sont amis. C'est elle d'ailleurs qui lui trouve sa maison dans le Connecticut. Ils ont un lien. Et toutes les années de 70, 80, 90, ils sont liés jusqu'au divorce de Philip Roth et Claire Bloom, où là, c'est la catastrophe. Oui. Là, il va l'accuser de plusieurs choses. Et ce lien dans la biographie, elle est évacuée en quelques pages. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose, là, il y avait quelque chose à raconter. J'ai commencé à la lire et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était une femme très intelligente, très intéressante. Et j'ai eu la chance de rencontrer ce clan, d'avoir été accueillie. Voilà, pardon. Esther, elle a 19 ans, elle est engagée comme jeune fille au père chez Francine, elle rencontre tous ces gens. Ça, c'est vrai ou c'est pas vrai? Vous n'avez jamais été dans le Connecticut à cette époque-là? Alors, il y a une phrase géniale dans la correspondante de Philip Roth que j'ai trouvée, qui s'adresse à ses parents. Il leur dit, maintenant vous avez compris ce que j'écris, et à moitié vrai, à moitié inventé. Voilà. Oui, bon alors donc là... À moitié vrai inventé, je n'ai jamais été jeune fille au père à 19 ans chez Francine Duplessis. Je suis très déçu, parce que vous m'avez fait marcher, j'ai même cru que vous aviez peut-être eu une aventure avec Philip Roth. Mais peut-être que c'est vrai.
Alors, parce que c'est Moi, peut-être dans la vraiment- partie vraie ou la partie inventée. Ce qui On est sait pas. génial dans cette lettre, c'est qu'il donne des exemples dans un de ses romans. Il dit, bah voilà, ça, cette phrase-là, papa, tu l'as dit, mais je l'ai mis dans la bouche de ce personnage-là. Ça, cette situation, on l'a vécue ensemble, mais je l'ai transformée. Vous êtes romancier, je vais dire Philippe. Oui, Lapsus. merci. Mais, vous pouvez continuer à dire Philippe pendant toute l'émission, ça ne me dérange pas. Dire que dans une phrase, et c'est la joie du romancier, c'est de mentir et d'inventer. Donc je ne m'en suis pas privée. Oui, oui. Voilà, je ne me suis pas privée. Oui, oui. Et c'est vrai que du coup, on ne sait plus et on a envie d'y croire. Voilà, on a envie Tant d'y mieux. croire. Depuis sa mort, en 2018, Philip Roth donc, inspire pas mal d'écrivains. J'ai cité Mark Wetzman, mais il y en a beaucoup d'autres. Pourquoi est-ce qu'il est encore plus présent et urgent aujourd'hui, en 2026 ? Et pourquoi faut-il lire Philip Roth ? Aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis est assez catastrophique. Oui. C'est catastrophique. On a l'impression de rentrer dans un monde totalitaire. On ne peut plus marcher dans les rues de New York, des États-Unis sans se faire arrêter par ICE. Et ce monde, il l'a décrit. Ce monde au bord de la catastrophe, il l'a décrit dans plusieurs de ses romans. Le complot contre l'Amérique. Le complot contre l'Amérique, oui. Par exemple. Cette crainte de la censure, quelle qu'elle vient, de la gauche ou de la droite, d'ailleurs, oui. de ce qu'il appelait le politiquement correct, mais qui vient à gauche et à droite, Oui. la censure des livres. Tout ça, il l'a annoncé. Comme grand romancier, il a un don de préscience, de prémonition extraordinaire. Il a fait l'histoire des États-Unis à travers des romans. Il a fait l'histoire des États-Unis au XXe siècle à travers ces grands romans qui sont la pastorale américaine, qui sont le complot contre l'Amérique, qui sont Opération Charlie. Enfin, il a raconté cette Amérique et ses débordements et cette violence. Ouais. Et surtout, ce qui est fascinant, vous venez de le dire, mais il était à la fois anti-woke. Parce que La Tâche, c'est le premier grand roman contre la cancel culture, on peut le dire, avec un professeur d'université qui est complètement, qui perd son boulot, qui perd sa femme et tout ça. Et puis, le complot contre l'Amérique, contre le fascisme américain, contre la tentation de la violence, de la force. Donc, du coup, il va partout. D'ailleurs, c'est une difficulté, c'est qu'on ne pouvait pas le cadrer politiquement. Voilà. Il était contre toute morale. Il n'était pas. Mais il montrait une vie, une Amérique dans laquelle cette obsession de la pureté était Les gens applaudissent, hein. Les gens applaudissent quand vous parlez. C'est tellement... Non, je précise qu'il y a à côté de nous Natacha Polony et Eugénie Bastier qui sont applaudis également, voilà. Mais en fait, cette obsession de la pureté, il montre combien elle est destructrice aux États-Unis et partout dans le monde. Voilà, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc, je pense que c'est important de lire Philip Roth pour cette raison-là, parce qu'on peut à la fois être contre le totalitarisme d'extrême gauche comme celui d'extrême droite. Voilà, on peut essayer d'être entre les deux. Et voilà, la pureté de la pensée, elle est impossible. Oui. La pureté de la pensée est impossible. Oui, d'ailleurs, vous ne faites pas de morale dans le livre. Et puis, il y a souvent cette capacité à faire parler des personnes avec qui il n'est pas d'accord. Et ça, c'est extrêmement important, voilà, de la conversation avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord et qui aujourd'hui est tellement difficile. Moi, j'adore parler, j'adore vous parler parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Jamais. Ça nous arrive. Et tant mieux. Et ça, c'est très important, cette conversation. Et puis, comme vous le dites, voilà, c'est pas un écrivain de la morale. Moi, je déteste la morale. Je déteste les gens qui me font de la morale parce que je suis pas quelqu'un de parfait, je suis pas quelqu'un de pur. Je me suis pas toujours bien comportée. J'ai des mauvaises pensées. Il m'arrive de mentir, de tricher, de tromper. Oui. Et puis, et puis de ce qu'on me disait, dire que c'est quand même très immodeste d'écrire sur Philip Roth comme personnage romanesque. C'était vraiment un projet qui. C'est un tel hommage. C'est un tel hommage sans cacher sa misogynie parfois, sa lourdeur, le fait qu'il drague tout ce qui bouge autour de lui, qu'il trompe sa femme tout le temps. Enfin, je veux dire, il apparaît comme un personnage. Pas du tout parfait, hein. Ce n'est pas un homme parfait. Heureusement, c'est un être humain. Nous sommes faillibles. Oui. Vous comme moi, surtout moi. Moi aussi. Il y a d'ailleurs, vous savez que j'avais vu un grand papier dans le Nouvel Obs, et le titre c'était « Faut-il canceller Philip Roth ?» Ça veut dire que des gens très sérieux se posent la question, est-ce qu'on a encore le droit de le lire? Est-ce qu'il n'est pas trop scandaleux? Est-ce que toutes ces histoires de sexe entre un télo new-yorkais, est-ce que ça n'est pas toxique?
Et ça, vous dites plusieurs fois dans le livre que ça peut lui avoir coûté le prix Nobel. Oui, c'est ce qu'on dit, mais ça montre un homme tel qu'il est. Voilà. Il avait une sorte d'addiction sexuelle, je pense que ce n'est pas le seul. Il montre les êtres humains tels qu'ils sont. Antipathiques, odieux, frustrés, dans une vie qui parfois n'a pas de sens, qui est injuste, mais telle que la vie est, telle que nous sommes. Il y a un passage dans le théâtre de Sabbat qui est magnifique. Oui, Philippe Roth, dans la vie, a eu une maîtresse pendant une quinzaine d'années qui avait... Là, ils avaient tous les deux une forte attirance sexuelle. Et il l'a décrit, ce livre est un hommage à cette femme qu'il a aimée pendant longtemps. C'est une femme qui a une cinquantaine d'années et il raconte l'étoile de mer qu'il a sur la poitrine, elle est ridée. Et combien il les décrit avec beaucoup de tendresse, d'amour et de désir. Est-ce qu'un homme qui est misogyne peut décrire une femme de 50 ans comme ça ? Je ne crois pas. D'ailleurs, le théâtre de Sabbath est un chef-d'œuvre romantique, puisque le fameux Mickey Sabbath, le héros, à la fin, se caresse sur la tombe de sa maîtresse. Oui. Ce qui est beau quand même. C'est un très beau roman d'amour. Le héros est dégoûtant, et d'ailleurs Philippe Roth disait cet homme dégoûtant me ressemble. Et si je le connaissais, je ne le fréquenterais pas. Je ne suis pas fréquentable. Je ne suis pas un homme fréquentable. C'est à vos risques et périls, ouais. Vous voyez, dès qu'on parle de sexe, il y a plus de monde qui arrive. Vous voyez, c'est étrange. Hein. Ça nous intéresse tous, ouais. Vous dites, il y a un passage magnifique. Je vais vous le demander de le lire aussi et de le lire lentement. Parce que vous avez tendance à parler vite. Je sais, je vous connais depuis 40 ans. Hein. Donc lisez lentement parce que c'est très beau ça. C'est un peu la morale du livre, ce qui n'en a pas. Un homme, Philippe, et une femme, Claire, ont vécu ensemble 18 ans. Ils parlaient la même langue. Ils sont deux étrangers qui n'ont rien de commun, sauf cette maladie du corps et de l'âme, drogués, une addiction à cette merveilleuse fiction que fabrique l'esprit, qui transforme les faits et les personnages, leur impose ce sentiment incontrôlable, sauvage, injuste, qui rend aveugle et sourd, embellit, maquille, s'oppose à la démonstration, à la raison, à la logique, et que l'on nomme communément l'amour. Je suis désolée. Mais non, c'est très beau. Ouais. C'est ça. Parce que souvent, on essaie de définir l'amour. C'est très compliqué. Personne n'y parvient jamais. Là où vous approchez de la définition, cette chose, cette addiction, vous dites une addiction déraisonnable. Ouais. Incontrôlable. On l'a tous connu. Oui. On l'a tous connu, cette addiction. Et vous racontez en fait une histoire, tout simplement une histoire d'amour dans ce livre. Ces gens s'aimaient. Ils pouvaient pas se blairer, ils s'engueulaient tout le temps. Mais c'est parce qu'ils s'aimaient. 40 ans de haine, c'est aussi 40 ans d'amour. Bien sûr qu'ils l'aimaient. Bien sûr qu'il l'aimait et qu'elle l'aimait, oui. On passe au jeu Devine tes citations. Ok. Je vous pose des questions, je vous cite des phrases qui sont de vous, et ou peut-être pas. D'accord. Et vous devez me dire d'où ça sort. Ok. Quand on généralise la souffrance, on a le communisme. C'est fait, Philippe Roth, extraordinaire. Quand on généralise, quand on personnalise la souffrance, on a la littérature. Cette phrase, je la cite tout le temps. Tout le temps. Je l'adore. C'est ce que j'ai essayé de faire. Vraiment, encore une fois, c'est une des phrases qui m'a porté pendant le livre. Je pense que même dire c'est le début de la dictature. Dès qu'on dit les femmes, les hommes, c'est une forme de dictature. Vous n'êtes pas les hommes, je ne suis pas les femmes. Non. Et là, c'est vrai qu'en suivant ce destin très précis, particulier, vous arrivez à mieux parler des hommes et des femmes que si vous faisiez un traité de sociologie. Alors je précise la citation, donc cette citation, quand on généralise la souffrance, on a le communisme, quand on particularise la souffrance, on a la littérature. Elle est dans J'ai épousé un communiste, un roman de Philip Roth en 1998. Autre citation, Francine et Philippe finirent presque par coucher ensemble. Bon, c'est facile, c'est dans le dernier. C'est chez moi. Alors, ce qui est marrant, c'est que avant de finir ce livre, je rencontre Steven Zilberstein, qui est une nouvelle biographie de Philip Roth, qui vient de sortir aux États-Unis, chez Yale University Press, et je lui raconte mon projet. Et il me regarde, il me dit, il la détestait, et puis il me dit, mais j'ai la preuve, ils ont couché ensemble. J'ai un fax qui prouve qu'ils ont couché ensemble. Ah oui. Voilà. Bon, donc en fait, votre intuition était la bonne. Oui. Autre phrase.
Si vous l'aviez connu, vous n'auriez rien pu deviner. Son regard était toujours doux, souriant. Ça, c'est mon père dans les gardes de mon père. 2018. Une dernière, mais là, il faut mettre mes lunettes, malheureusement. Nos pensées sont délirantes, et quand elles concernent l'amour, qui est la sorte de délire le plus commun, tout est possible. Ouais. Ça, c'est éventuellement moi-même. Ouais. C'est ça, c'est vous-même, c'est vous-même. Et j'aime beaucoup cette phrase. C'est qu'en gros, enfin, comment dire, l'amour est le délire à la fois le plus banal et le plus extravagant. Oui, on a une forme de fiction, on invente l'autre, on la met à son image, c'est une magnifique fiction. Et parfois, elle rejoint la réalité. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune pour qu'il arrête de scroller sur TikTok et qu'il lise Philippe et moi de Colombe Schneck? Il va s'amuser, il va apprendre des choses sur l'amour, le sexe, choses qui sont importantes. Il y a tout ça sur TikTok. Il n'y a pas tout ça. Non, en vrai, non. Là, il y a des techniques. Il y a des techniques. Ah, dans votre livre, il y a des techniques. Oui, c'est vrai. Oui, il y a des techniques. C'est technique. C'est précis. En fait, j'ai compris que pour pas écrire sur le sexe, il faut le faire avec une espèce de distance, une froideur. Voilà. Si vous mettez des jolis mots, etc., ça ne marche pas. C'est pas. Il faut raconter précisément comment ça marche. Que savez-vous faire que ne sait pas faire ChatGPT? Je vais faire un bon pot-au-feu. Ah, ben ça, c'est énorme. Cela dit, les IA vous donnent la recette. Oui, mais moi, je le fais, je le sens, je le goûte, je le mange. Oui. Pensez-vous qu'un écrivain, ça doit être gentil? Non. Alors, il peut être gentil dans la vie, hein. C'est important d'être aimable et d'être à l'écoute, mais les personnages gentils, j'en peux plus. Genre que dans la littérature écrite par des femmes, il y a beaucoup de personnages femmes qui sont gentils. Hein. Ah. Délicates. Et ça, vous en avez marre? Ça m'exaspère. Mais écrivez-le. Dites-le dans le Figaro, madame. Délicates. Le pire défaut qu'elles ont peut-être, c'est qu'elles sont maladroites et charmantes. Je supporte plus ce personnage gentil de... Oui. Nous, les femmes aussi, on est des êtres humains. Voilà. On a des défauts. Oui, il y a un monsieur qui est d'accord. Qu'est-ce que je voulais savoir? Est-ce qu'il faut séparer l'œuvre de l'artiste? Par exemple, dans le cas de Philip Roth, est-ce qu'on s'en fout de sa biographie pour pouvoir le lire? On peut le lire indépendamment de sa vie? Oui, absolument, il faut séparer l'âme de l'artiste. Non, absolument pas, il ne faut absolument pas séparer l'âme de l'artiste. Ah, les deux? Les deux. Enfin, c'est quelle question, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? La littérature, ce que nous sommes, c'est au-delà de ça, quoi. C'est plus compliqué que ça. Puis cette idée qu'on doit être bien, qu'on doit être moral, qu'on doit être pur, qu'on doit être... Non, on peut être quelqu'un de bien, encore une fois, essayer d'être bien dans la vie, mais on peut être bien dégueulasse par écrit. C'est même important, on doit écrire sur ce qui est dégoûtant, on doit écrire sur ce qui est honteux. Il y a des écrivains de gauche que j'aime beaucoup, qui sont Édouard Louis et Annie Ernaux, et qui disent il faut écrire sur nos hontes, sur ce qui nous dégoûte. Ce que disait aussi Flaubert, enfin, c'est essentiel, sinon à quoi écrire? Si c'est pour écrire sur des jolies pâquerettes, je vois pas l'intérêt. Êtes-vous heureuse? Je suis très heureuse. J'en reviens pas de la liberté que j'ai. J'en reviens pas que je sois là à écrire, à vous parler, à lire, et que personne ne me dise c'est le moment d'arrêter, de rentrer à la maison. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse d'être libre. Et je crois que c'est ça a été le grand combat de votre vie, de ma vie. Quoi. Ça y est, j'y suis. C'est vrai. Mais bravo. Mais ça se voit, je trouve. Merci infiniment, Colombe, d'être venue. Frédéric, merci beaucoup. Chouette. Et on l'applaudit. Bien sûr, vous pouvez y aller pour une fois qu'on est en public. Parce que d'habitude, chez La Pérouse, on est seul, il n'y a personne. Oui, mais il y a un joli décor quand même, c'est joli. Oui, vous critiquez le décor du Figaro, votre employeur? Pas du tout. Merci. Et bien sûr, comme chaque semaine, je vous rappelle que lisez des livres, sinon vous mourrez idiot. Bonsoir. Et triste et seul, et abandonné. Triste et seul et abandonné.